Olivier Bellamy vient d'écrire Requiem pour un chat, qui nous conte l'histoire d'un être cher. La perte d'un être cher n'est pas forcément la perte d'un être humain. C'est peut aussi être quelqu'un qui partage votre vie, vos nuits, et qui est des fois beaucoup plus attachant que certaines personnes pourraient le penser. Voilà. Première question, et puis tout d'abord bonjour messieurs et merci d'être avec nous pour ce week-end. Première question, donc comment vous êtes-vous lancé dans l'écriture pour chacun d'entre vous? C'est une question facile, c'est par amour et par passion pour une figure chantante qui avait accompagné mes jeunes années. C'est parce que j'aimais beaucoup écouter les chansons de Barbara, donc j'ai voulu connaître sa vie et son œuvre. Et donc sa vie, son œuvre, ça veut dire toute une époque, tout un parcours. Et c'est saisir à bras le corps à la fois l'intimité d'une femme, son inspiration, et puis les beautés, les accidents de sa vie, pour essayer de voir si ça peut rendre un récit cohérent, et puis le destiner à un lecteur pour qu'il prenne connaissance de cette aventure. Voilà. Et vous voulez dire écrire dans l'absolu ou écrire ce... Écrire dans l'absolu. Oui. Moi je pense que c'était pour épater ma mère. Je pense que s'il y a une chose principale, je pense que c'est ça. Une maman présente dans ce livre aussi d'ailleurs. Oui, très présente parce qu'au moment où mon chat était malade, elle est tombée malade, et par une étrange coïncidence de la vie, ils étaient soignés par la cortisone, tous les deux. Jean-François, comment votre passion pour Barbara est-elle née? Elle est née par le phénomène tout simple que quand vous avez 15, 16 ou 17 ans, il y a plein de choses, vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, ou il y a toute une crise un peu de l'adolescence. C'est pas à ses parents qu'on parle, on ne règle pas tout non plus dans les lycées ou dans les premiers amours. Et quand j'écoutais Barbara, j'avais l'impression qu'elle me confortait dans quelque chose qui n'était pas très facile à exprimer. Et qu'en fait, elle se chargeait de mettre en mots et en musique des tas de choses qui me traversaient et que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un chemin avec elle, et donc à la voir en concert. Et j'ai vu les fameux concerts de Pantin, et je me souviens que j'avais 19 ans. Et au 5e rang de ces fameux concerts à l'hippodrome de Pantin, et d'ailleurs ça ne s'est pas démenti, j'ai été certain que ce que je voyais, c'est-à-dire le spectacle de Barbara à Pantin en 81, pendant l'automne, était sans doute un des plus beaux soirs de ma vie. Ça durait 3 heures, les rappels duraient 1 heure, elle chantait cassée sur son piano, elle chantait même si elle n'avait pas de voix. Et on trouve d'ailleurs dans le double disque de Pantin des chorus du public qui duraient 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. La foule qui était là la rappelait par ses propres chansons, on ouvrait les rideaux. Ça a été un choc pour tous les gens qui l'ont vu lors de ces concerts qui sont devenus cultes, fameux. Et donc je suis parti avec ça faire ma vie. Et quand je suis arrivé à 50 ou 55 ans et j'ai vu qu'on approchait de la commémoration de sa mort, le fait qu'elle ait disparu, je me suis dit, bon, l'écriture, ça permet de retrouver des choses qui, tout en étant passées, ne sont pas perdues. Et je me suis dit, je vais écrire cette passion que j'ai eue pour elle, et donc la passion qu'elle avait elle-même de vivre et de chanter. Et c'est comme ça qu'on fait un livre. Enfin, pour moi, voilà. Et pour vous, Olivier, comment avez-vous décidé donc de parler de Margot, quelque chose donc sur une période de vie privée, donc vous mettez à nu également, puisque vous parlez de votre vie intime aussi, à un moment donné. Comment avez-vous décidé donc de parler des derniers moments de Margot? En fait, je sortais juste d'avoir écrit mon livre sur Schubert, qui était un livre assez personnel. Mais on ne pouvait pas faire autrement parce que quand on écrit sur la musique de Schubert, qui est une musique tellement intime, j'étais presque obligé de livrer des choses de moi sans que ce soit
Il ne me semble pas que c'était quelque chose d'impudique, mais tout naturellement, c'est tellement une musique qui émotionnellement est forte qu'on en vient à, tout naturellement, comme on parlerait en confiance avec un ami, en l'occurrence le lecteur, et le fantôme de Schubert, de choses qui nous apparaissent essentielles, importantes. Et puis, j'avais absolument rien décidé de ce que je devais écrire, mais quand, au moment de la maladie, je savais très bien que c'était une maladie mortelle, au bout de 3 ou 4 jours, j'ai commencé à dire à mes amis que j'écrivais. Je commençais à prendre des notes, mais plus, vous savez, écrire c'est aussi, c'est pas forcément une thérapie, mais vous savez, comme quand on a un chagrin d'amour, une séparation, et qu'on écrit sans forcément envoyer à la personne, mais au moins qu'on mette sur le papier tout ce qu'on ressent, simplement pour rester, pour pas s'écrouler, quoi. Et donc c'est ça, je savais absolument pas que ça donnerait un livre, j'ai commencé à écrire, et puis, sur toute ma vie aussi, il n'y avait rien de délibéré, il n'y avait rien de fabriqué, j'écrivais comme ça. Et puis après, je trouve que j'ai rencontré Charles Danzig, qui est un écrivain que j'admire beaucoup, et qui est éditeur chez Grasset, qui m'a dit qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et moi, sans vraiment penser que ça pouvait intéresser, je dis là je suis dans quelque chose d'extrêmement personnel, et je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Puis il m'a pris au mot, il m'a dit moi ça m'intéresse. Et puis j'ai attendu longtemps, parce que vraiment je me disais un truc qui ça peut intéresser, l'histoire de mon chat et toutes les douleurs, et le fait que je pleure sans arrêt, et évidemment, et aussi avec des choses drôles, parce que c'est comme la vie, hein, c'est traversé de moments difficiles, et puis de moments aussi de comédie. Enfin, le drame et la comédie sont sans arrêt à califourchon, l'un sur l'autre. Et finalement, j'ai commencé à travailler, puis voilà. C'est devenu un livre, mais je n'avais rien prémédité. Votre récit donc, est ponctué par de la musique classique, hein, donc, vous citez. Je rappelle donc que vous êtes l'animateur de Passion Classique sur Radio Classique tous les soirs à 18h. Très bonne émission. Merci beaucoup. Et j'apprécie le fait que vous ne disiez pas que je suis. Il y a une chose que je déteste, pas que je déteste, n'exagérons pas, mais qui me dérange, parce que je pense que c'est pas tout à fait juste. Quelquefois, les gens disent un spécialiste de musique classique. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les spécialistes. Parce qu'ils vont pas. Ils sont obsédés par... moi, je pense être un amateur de musique classique. J'aime la musique et j'aime aussi la faire partager. Mais être un spécialiste, comme on parle des spécialistes, maintenant comme en médecine, il y a des spécialistes pour l'oreille droite ou pour l'orteil gauche. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les choses traversent, que ce soit traversé par la vie, la passion, des choses différentes. C'est pour ça que dans ce livre, évidemment je parle de mon chat, mais je parle aussi de musique, parce qu'il y a tout un chapitre consacré à Mozart, d'abord parce que c'est l'un de mes compositeurs préférés, et ensuite il a perdu un petit oiseau, et il a écrit un poème sur cet oiseau. Alors ça c'est une chose que même des spécialistes de Mozart ignorent, que quand Mozart a écrit, et en plus il a écrit un concerto en s'inspirant du chant de cet oiseau, un petit tourneau, et il a écrit un poème admirable. Et c'est un poème d'enfant, parce que je pense que quand on perd un animal, c'est un double chagrin. C'est à la fois un chagrin d'enfant, parce qu'on a l'impression que cet animal, que la vie est presque finie. Alors c'est difficile à dire aux autres, parce que les autres vous prennent un peu pour un idiot. Vous ne pouvez pas dire aux gens
y a des gens qui traversent des choses extrêmement difficiles. Puis vous, si vous dites j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chat, chose qui pour vous est une tragédie intime extrêmement profonde, on a toujours peur, soit qu'on se moque de nous, soit qu'on se dise, non, celui-là, il n'a pas du tout le sens des hiérarchies, il y a des choses beaucoup plus importantes dans le monde, etc. Donc c'est un chagrin d'enfant, c'est la part d'enfance qui est en nous, et puis c'est un chagrin d'adulte aussi, à savoir que ce chagrin, cette peine, on convoque d'autres plus anciennes, d'autres qui... de toute façon, moi je pense qu'un deuil, comme on dit, les travail de deuil, comme si ça réglait la question une fois pour toutes, le deuil continue toujours en nous, on n'en finit jamais, et Dieu merci, de pleurer intérieurement nos morts, sauf que au moment de la maladie et de la mort d'un animal, reviennent des blessures anciennes. Voilà, c'est ça qui est tout à fait troublant. Fait ressurgir en fait tout un pan de vie. Ben, c'est ça, oui. Et puis il fait ressortir aussi, parce que c'est le paradoxe de la vie, fait ressortir l'amour de la vie. Parce que tout deuil a cette fonction sociale quasi sacrée. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours pour les enterrements. D'abord pour célébrer la personne qui a disparu, mais aussi pour se resserrer les coudes et pour se dire que la vie, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que la vie est précieuse et que l'amitié, les liens qu'on peut entretenir les uns les autres sont très précieux. Et ça, c'est l'un des grands... Parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on est immortel ou que les personnes qui sont autour de nous le sont. Mais c'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de la valeur de la vie et du sens aussi de la vie. Donc dans vos deux livres, donc, il y a l'amour de la musique. L'amour de la musique, c'est quelque chose qui apporte beaucoup au quotidien. Pour vous, Olivier, donc, il est mis en parallèle avec l'amour d'un animal. Qu'ont-ils en commun entre l'amour de la musique et l'amour d'un animal? C'est un peu en parallèle. C'est l'amour. Le soutien au quotidien. Oui, oui. C'est marrant parce que je lisais une phrase il y a 3 jours de Goethe, le grand poète allemand, qui dit « Si vous n'êtes plus capable d'aimer, apprenez à flatter ». C'est une phrase extrêmement drôle et terrible. J'espère que jamais je n'aurai le goût de flatter quiconque et que j'aurai toujours la faculté d'aimer. Parce que je pense que c'est une grâce. Je pense que quand on perd ça, on perd le plus grand trésor. Même si on souffre, même si on se prend des coups dans la figure, même si c'est difficile, même si on est ridicule, au moins on aime. Et qu'on aime n'importe qui, n'importe quoi, qu'on aime la musique, ses enfants, son travail, son chat, son chien, la vie, mais qu'on aime. On avance. Voilà, on avance. Exactement. L'écriture au quotidien pour chacun de vous, ça correspond à des horaires particuliers, à un lieu particulier, à une écriture en musique. Alors pour vous, Jean-François, peut-être au son des chansons Barbara pour ce livre. Ah oui, parce que là c'était presque un thème, surtout que Barbara est une femme qui s'est servie de la chanson comme on écrivait de petits romans. C'est-à-dire qu'elle disait elle-même qu'elle projetait toute sa vie dans ses chansons. Elle disait qu'elle ne pouvait pas chanter pour une cause, qu'elle ne pouvait pas chanter autre chose que ce qu'elle ressentait. Mais il y a un parallèle finalement entre l'amour qu'on peut avoir pour un animal et l'amour qu'on peut avoir pour un art, chaleureux et inscrivant dans la vie et la réalité, c'est que dans les deux cas, la chance c'est que ce sont des amours idéaux. Aimer un animal, c'est évidemment un amour idéal,
Et aimer l'art que l'on pratique, même si ça passe par des épreuves ou des fatigues, c'est une forme, c'est idéal. Et ce qui est beau dans la dimension de Barbara, c'est que Dieu sait que c'est une femme qui a souffert. Elle a connu toutes les épreuves pratiquement du XXe siècle, hein, puisqu'elle est née juive, puisqu'elle a subi les violences sexuelles de son père. Elle a connu des débuts difficiles, où on la trouvait triste, où on la trouvait moche. Tous les grands capitaines d'industrie du disque l'ont rejetée très longtemps. Mais exactement comme on aime éperdument son chat ou son chien, elle a aimé éperdument la musique et les mots qu'elle pouvait donner. Donc ces deux amours idéaux, ça n'a rien à voir avec s'aimer, enfin pour moi ça n'a rien à voir avec s'aimer comme dans un couple ou comme dans la vie, mais ça fait modèle. C'est-à-dire que c'est quand même à cet idéal qu'on se rassure, même si elle a beaucoup souffert. Et la très belle démonstration de Barbara, c'est que c'est aussi un livre d'histoire contemporaine, parce qu'elle a tout saisi, tout compris de son siècle. Je ne veux pas m'attarder, mais on ne peut pas rentrer dans les détails, mais cette femme qui était isolée, appréciée et qui était misanthrope, elle a quand même fait le lien entre la jeunesse qui venait à ses concerts et le sida qui démarrait et dont personne ne nous a parlé. Et elle a été la première à dire qu'il fallait se mobiliser absolument contre cette maladie. Donc elle était très très au monde. Mais ce que j'aime moi chez Barbara, c'est que un idéal qui vous tient vous permet de traverser à peu près toutes les épreuves et de vous accomplir. Elle n'a jamais cessé jusqu'au bout, portée par des souffrances et portée par un idéal, de s'accomplir jusqu'à son dernier souffle. Et c'est en ce sens où elle est quand même, c'est une grande leçon d'optimisme, enfin, de courage, mais d'optimisme, beaucoup d'optimisme en fait. Nous sommes le 28 avril, et le 28 avril, c'est la fête des librairies indépendantes. Alors, j'aurais aimé savoir quel lecteur vous êtes. Est-ce que vous avez des registres particuliers que vous appréciez? Et surtout, votre rapport avec les librairies et les libraires. Est-ce que vous avez une librairie dans votre quartier où vous aimez aller flâner, où vous aimez aller trouver les conseils du libraire? Moi, je n'ai pas de librairie attitrée. Je ne suis pas exclusif en la matière, d'ailleurs en pas grand-chose. Mais j'adore fumer dans les librairies. Je ne résiste pas au fait, à chaque fois que je passe devant, simplement passer une heure et de fumer. Et c'est impossible de ressortir sans avoir... parce que je trouve qu'il y a toujours... Et je suis toujours émerveillé par l'imagination et par la variété de ce qu'on peut trouver. Moi, vraiment plein de choses m'intéressent. Des dictionnaires, des livres sur des choses. Ouais, je trouve que c'est toujours passionnant de farfouiller, Ah oui, pardon. Oui, pareil. Et d'ailleurs, il y a deux tables avec des occasions, des livres à 1 franc et des livres à 2 francs. Je les ai regardés, j'ai été chercher mon porte-monnaie, j'ai acheté 3 livres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire. C'est des livres avec lesquels je n'avais pas rendez-vous, c'est pas des auteurs que j'attendais, c'est juste des tables comme ça où on a sorti un peu ce qu'il y avait dans les greniers ou dans les fonds des caisses. Bah parce que la librairie, enfin le livre c'est l'aventure sous un format, voilà, c'est 500 grammes d'aventure quoi. Et puis, on ne dit pas assez. C'est vrai, c'est cher un livre, mais finalement là j'en ai acheté pour 1 franc 2. En librairie, et ça n'existe qu'en librairie, le caviar est au même prix que la pomme de terre. Donc même si on trouve que les livres sont chers, ça devrait permettre à chacun de faire des grands voyages et d'explorer plein de choses, parce que les très très grands auteurs, les très très grandes expériences littéraires sont au même prix que le divertissement. La mort, le jeu, l'amour, la bicyclette ou la cuisine, vous avez accès à peu près à tout pour le même prix. Il n'y a pas de plus grande liberté. Le lecteur est l'homme le plus libre du monde, y compris avec ce qu'il fait d'un billet de 20 €. C'est immense ce qu'il peut faire avec 20 € dans une librairie, même d'occasion ou pas d'ailleurs, avec les poches. C'est des zones qui ont toujours été très importantes pour moi parce que j'ai toujours vécu avec les livres. Depuis que j'ai commencé à comprendre le langage, j'ai acheté des livres et il y a 20 minutes, j'ai acheté un livre.
sur ces paroles, je vais vous laisser regagner donc vos stands. Je vais remercier le public présent et les inviter à vous rejoindre, donc s'ils veulent poursuivre la conversation. Et voilà. Merci, au revoir. Bon après-midi.